coup, j'appelle la communication suivante du docteur Goron. Fistule, état des lieux, comment les réduire? On a déjà commencé. Mes chers collègues, je remercie déjà l'Académie de cette invitation. Effectivement, on a commencé à aborder un peu le sujet. Et donc, mon topo, c'était faire l'état des lieux des fistules et puis surtout de discuter un peu de comment réduire ces fistules. Alors, quand on fait un peu l'état des lieux sur les fistules anastomotiques après chirurgie œsogastrique, on se rend compte que les chiffres ils sont très variables, puisqu'après œsophagectomie, on passe de 2 à 41% de fistules anastomotiques. Et après gastrectomie, en fonction des séries, on est entre 2,7 et 12% de fistules anastomotiques. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a une telle variation en fonction des séries. Alors, la première raison, c'est notamment la localisation de l'anastomose, quand on parle de chirurgie œsophagienne. Et on se rend bien compte que quand on a une anastomose au cou, finalement, quand on match sur différents facteurs de risque de fistule anastomotique, eh ben, l'anastomose cervicale est plus à risque de fistule anastomotique que l'anastomose intrathoracique pour des problèmes de vascularisation, comme on l'a dit, puisque plus vous montez la plastie gastrique haute, plus vous allez vous anastomoser sur un segment gastrique qui sera moins bien vascularisé par la gastro-épiploïque droite. La deuxième chose très importante pour expliquer cette variation, c'est surtout l'absence de définition claire de ce que c'est une fistule anastomotique. Jusqu'en 2015, pour les œsophagectomies, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on considérait comme une fistule, jusqu'à quelle date c'était une fistule ou un défaut de cicatrisation, comme on a dit, un retard à cicatrisation, à quel moment on parlait de collection au contact de l'anastomose, de contamination, et ça, c'était un vrai problème. Et donc, en 2015, il y a eu une publication qui a standardisé la définition de la fistule anastomotique en 3 stades, un peu comme les fistules pancréatiques. Finalement, un stade 1, c'était une fistule qu'on pouvait traiter par, ça dépendait du traitement. Et donc, le grade 1, c'est un traitement médical. Le grade 2, un traitement radiologique ou endoscopique. Et le grade 3, la nécessité de reprendre le patient par chirurgie. Et puis, pareil, pour les gastrectomies, on a standardisé les choses en 2018 avec à peu près la même classification et la même classification de ces fistules anastomotiques. Alors maintenant, quand on reprend l'incidence de ces fistules anastomotiques dans les séries récentes avec cette définition internationale, on se rend compte que les taux ils sont entre 19 et 11%, avec des fistules de grade 3 dans environ un tiers des cas, 3%, 5%, c'est-à-dire des fistules qui nécessitent une reprise chirurgicale que dans un très faible nombre de cas. Et par contre, quand on regarde la morbidité, on est toujours à un chiffre de 60% de morbidité après œsophagectomie, donc ce qui est quand même important et ce qui reflète la lourdeur de cette chirurgie. Quand on regarde les centres experts, qui sont le plus souvent maintenant passés à une chirurgie totalement mini-invasive, on se rend compte que les taux, voilà, c'est 11% de fistule anastomotique. Et encore une fois, moins de 1/3 des patients qui ont une fistule anastomotique nécessiteront une reprise chirurgicale. Et ça, c'est quand même très important de le dire. Ça a un peu évolué dans cette stratégie de gestion des fistules anastomotiques. Quelles sont les conséquences de la fistule anastomotique? Elles sont multiples. La première chose, c'est que le patient qui va avoir une fistule anastomotique, il va avoir plus de complications médicales post-opératoires parce qu'il va rester plus longtemps en réanimation et il va être dégradé physiquement par rapport à cette fistule. Et donc, on a une augmentation du taux global de complications, mais aussi des complications respiratoires, cardiovasculaires, neurologiques. La deuxième conséquence attendue, c'est que évidemment, on augmente la durée de séjour à l'hôpital, puisqu'on passe de 18 jours en moyenne à 45 jours, multiplié par 3 le séjour à l'hôpital quand on a une fistule anastomotique. Et puis, la troisième chose, on a parlé ce matin de toute la stratégie périopératoire. Pour les adénocarcinomes, notamment de l'œsophage, certains patients vont avoir une chimiothérapie périopératoire. Et donc, les patients qui ont une fistule vont avoir un retard, voire un empêchement à réaliser cette chimiothérapie adjuvante. Et donc, les patients vont avoir moins souvent cette chimiothérapie adjuvante qui est quand même importante pour le pronostic de ces patients. Enfin, on va parler de coût hospitalier. Et la fistule anastomotique engendre un surcoût hospitalier qui est environ de 4 000 € uniquement quand on considère la fistule anastomotique et qu'on lisse tous les autres facteurs qui peuvent jouer sur les coûts d'hospitalisation. Enfin, à long terme, on a plusieurs conséquences. La première, on en a parlé pour les gastrectomies, c'est le risque de sténose anastomotique. Et vous voyez que dans cette publication,
Quand on avait une fistule anastomotique, on avait 7 fois plus de risque de faire une sténose anastomotique à long terme. Donc ça, c'est non négligeable et ça va jouer sur la prise en charge du patient. Et puis, évidemment, en lien avec l'absence de chimiothérapie post-opératoire ou d'immunothérapie post-opératoire, maintenant qu'on a la radiochimiothérapie, et ben, ça joue aussi cette fistule anastomotique sur la survie globale et la survie sans récidive. Alors, la première difficulté quand on parle de fistule anastomotique, c'est de savoir comment diagnostiquer cette fistule. Parce que ce n'est pas si clair que ça, ce n'est pas si facile que ça. La première chose, c'est que la présentation clinique, elle est très variable. Ça peut être un sepsis avec de la fièvre, des frissons. Ça peut être des troubles du rythme cardiaque, des douleurs thoraciques, des douleurs abdominales, mais qui sont assez classiques en post-opératoire immédiat. Ça peut être une pneumopathie, et on sait que les pneumopathies sont une cause importante de complications en post-opératoire des œsophagectomies, un pneumothorax, un emphysème sous-cutané, une détresse respiratoire. Ça peut être une confusion, une agitation chez des patients fragiles, parfois âgés. C'est assez classique quand ils sont en réanimation, en soins intensifs, d'avoir cette confusion. C'est parfois difficile de savoir si c'est en lien avec une fistule anastomotique ou si c'est des suites opératoires qui sont, on va dire, classiques. L'épanchement pleural qui est fréquent puisqu'on est rentré dans on a fait une médiastinectomie, donc il y a un épanchement pleural réactionnel généralement, et puis l'abcès de paroi sur la cervicotomie. Et tous ces signes cliniques, l'intensité de ces signes cliniques va dépendre de la taille de la fistule, de l'efficacité de votre drainage que vous aurez mis en paire opératoire, de l'intensité du sepsis et du contrôle que vous allez en faire, et puis bien sûr de l'état général du patient, des comorbidités et du délai diagnostique. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent aussi jouer dans le raisonnement pour diagnostiquer la fistule anastomotique, on va le revoir. C'est des signes biologiques du sepsis, l'hyperleucocytose, l'augmentation de la CRP. Mais vous savez très bien qu'après une chirurgie, vous avez forcément une hyperleucocytose, forcément une augmentation de la CRP. Et donc, c'est compliqué aussi de faire la part des choses dans une chirurgie lourde entre ce qui est classique et ce qui est du pathologique. Et le dernier point important, c'est que le délai de survenue de la fistule anastomotique, il est assez long en fait. On est toujours focus sur les 7 premiers jours post-opératoires, alors qu'en fait, on voit que dans les séries, la moyenne, c'est J8, J10, J14. Et donc, parfois, on est moins attentif, on va être rassuré, faussement rassuré dans les 7 premiers jours post-opératoires. Et cette fistule, elle se révèle généralement après la reprise de l'alimentation. Alors, comment on peut le diagnostiquer? On a parlé des signes biologiques. La CRP peut être un élément intéressant. Et vous le voyez, quand on a une fistule anastomotique, la CRP augmente plus que quand on n'a pas de fistule anastomotique. Mais la cinétique reste la même. C'est-à-dire que ça augmente jusqu'à J3 et ensuite ça diminue. Et donc, pour un patient donné, c'est très difficile de savoir sur cette cinétique, est-ce que c'est quelque chose de classique ou pas. Alors, on a fixé des cut-offs dans cette analyse. Le cut-off, c'était à J3, 176 de CRP à J3, 132 de CRP à J5 pour dire qu'on était plus ou moins à risque d'avoir une fistule anastomotique. Et quand on reprend toutes les séries de la littérature à ce sujet, on se rend compte que finalement, ce cut-off à J3, il est à peu près entre 190 et 160. Donc, ça peut déjà être un petit signal d'alerte quand vous avez un patient qui a plus de 160 de CRP à J3 pour dire attention, je ne vais peut-être pas trop m'exciter sur la réhabilitation améliorée, le faire remanger tout de suite. Je vais peut-être attendre un peu et voir comment il évolue. Ensuite, il y a un élément qu'on a peut-être un peu hérité aussi des chirurgiens ERL qui ont été un peu précurseurs dans le domaine, c'est l'analyse de l'amylase dans les drains. Alors pourquoi l'amylase? Ce n'est pas l'amylase évidemment du pancréas, c'est l'amylase salivaire qu'on peut doser dans les drains qui sont au contact de l'anastomose et qui pourrait révéler précocement avant la réalimentation une fuite anastomotique. Et donc, il y a 10 séries rétrospectives. Les effectifs de ces séries, elles sont limitées. C'est moins de 250 cas. Et souvent, c'est sur des anastomoses cervicales où le drain, quand on a un drain, il est positionné vraiment au regard de l'anastomose. C'est plus compliqué, comme vous le savez, quand on est en intrathoracique, de mettre le drain vraiment au contact de l'anastomose. Mais ce que ces études révèlent, c'est quand même que ça peut avoir un intérêt à partir de J3, J4, avec des cut-offs et des seuils qui sont très variables, entre 160 et 555 à J3 et entre 31 et 250 à J4. Sur la plus grosse série mondiale, 290 œsophagectomies, il y a quand même 66% d'anastomose cervicale. Quand on regarde les patients qui ont eu une fistule versus ceux qui n'ont pas de fistule, vous vous rendez compte que les taux d'amylase dans les drains, ils ne sont pas si différents que ça quand vous regardez la moyenne. Par contre, quand vous regardez, un petit curseur ici, voilà, quand vous regardez la valeur la plus importante, qui est ici, à ce moment-là,
tous les patients qui ont eu une fistule anastomotique, qui vont avoir ou qui ont une fistule anastomotique, ont à un moment donné un pic d'amylase dans le drain qui disparaît après. Et ce pic, il est assez élevé, il est d'environ 1000 à 2000. Et donc, c'est peut-être ce pic qui est intéressant. Et puis, il y a une autre étude qui montre que là, la cinétique, elle est différente. C'est-à-dire que quand vous avez une fistule anastomotique, vous avez une augmentation progressive de l'amylase dans le drain, alors que quand vous n'avez pas de fistule, cette amylase, elle diminue. Parce qu'il faut bien aussi visualiser les choses. Quand vous faites une anastomose intrathoracique, que vous laissez le moignon œsophagien ouvert, que ce soit pour faire l'anastomose manuelle, comme vous l'a montré le docteur Chadine, ou pour mettre l'enclume pour faire l'anastomose mécanique, vous allez avoir un peu de salive qui va couler dans le médiastin, et donc vous allez avoir une contamination, et vos premiers dosages seront peut-être élevés, mais juste pour un problème de contamination péropératoire. Alors, est-ce que maintenant la radiologie peut apporter un bénéfice et une sensibilité plus importante? Alors, initialement, on faisait des radios de thorax avec opacification haute, ce qu'on faisait avant. Il y a un gros problème de risque de faux négatif, parce que c'était compliqué à interpréter. Il fallait plusieurs incidences pour essayer de bien voir cette fistule anastomotique. La sensibilité dans les études, elle est de 40%. Et puis, souvent, quand même, le patient chez qui on suspecte une fistule anastomotique, il est déjà inconfortable, il est fatigué, parfois il a une dyspnée. Et donc, c'était inconfortable de faire cet examen pour les patients. Et surtout, il y avait des risques, quand le patient était confus ou qu'il avait des troubles de déglutition, des risques d'inhalation qui étaient non négligeables. Et donc, c'était faire un examen risqué pour une contribution parfois très pauvre. Et donc, on a évolué. Donc, il y a le test au bleu. On fait boire du bleu au patient et on essaie de voir si ça sort par le drain. Bon, quand vous avez une grosse fuite, ça peut se voir. Quand c'est une petite fuite, généralement, vous n'avez pas beaucoup de bleu dans le drain et ça passe souvent inaperçu. La sensibilité est faible. Puis après, on est passé au scanner injecté et opacifié avec une sensibilité, vous voyez, entre 55 et 80%. Alors, ça, c'est quand on voit une fistule. Maintenant, il y a des signes quand même qui sont très associés à la fistule anastomotique. Il y en a plusieurs. Il y a la présence d'une collection liquidienne au contact de l'anastomose, comme vous voyez ici. Ça, c'est très caractéristique d'une fistule, alors que vous n'avez pas l'opacification de fuite du produit de contraste. Vous pouvez avoir une bulle d'air au contact de l'anastomose. Ça aussi, assez caractéristique. Vous pouvez avoir une perte de la solution de continuité de votre plastique gastrique ou au niveau de l'anastomose. Et puis, vous pouvez avoir le truc le plus évident, c'est la fuite de produits de contraste qui vous signe tout de suite la fistule anastomotique. Et bien, quand vous regroupez ces 4 signes, que vous attribuez 1 point par signe, dès que vous avez 2 points, que vous recherchez spécifiquement ces points-là, vous êtes meilleur qu'une lecture par un radiologue qui regarde aux urgences. Et c'est encore meilleur que le radiologue qui relie encore l'examen. Donc, juste avec ces 4 points, vous avez une sensibilité, une spécificité qui est plus importante que le radiologue. Donc ça, c'est un élément important. Regardez bien la fuite de produits de contraste, mais également les bulles d'air, les collections, la perte de solution de continuité. Et puis, bien évidemment, l'élément majeur qui va permettre de confirmer cette fistule anastomotique, c'est la fibroscopie, l'endoscopie œsogastro-duodénale. Là, sur cette série, sur une période de 4 ans, ils ont pris 100 patients. Ils ont fait une fibro systématique à tous les patients dans la première semaine post-opératoire. Ils ont diagnostiqué 7 fistules anastomotiques. Il y avait 100% de sensibilité. Ils n'ont pas raté de fistule. Et c'était non délétère. Il n'y avait pas d'aggravation de la fistule en faisant cette fibroscopie. Et vous pouvez voir plusieurs choses. Avec la fibroscopie, vous pouvez voir la fuite, mais vous pouvez aussi voir une ischémie de la plastie, voire une association des deux, ischémie de plastie plus fuite. Alors, la question qui traîne encore souvent, c'est finalement, on se retrouve confronté, enfin c'est surtout les endoscopistes et les réanimateurs, qui se retrouvent confrontés à des chirurgiens qui ne veulent pas faire de fibroscopie trop précoce, parce qu'ils vont vous dire « Non, mais tu vas fragiliser mon anastomose, tu vas créer une fistule alors qu'elle n'existait pas. » Et ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat qui existe encore dans beaucoup de services. Et donc, il y a eu des études réalisées chez le cochon pour essayer d'évaluer ces risques de création de fistules anastomotiques. Alors, pour vous expliquer un peu le concept, ils ont fait des Lewis Santi chez les cochons. Et ensuite, ils ont clampé la plastique gastrique et ils l'ont opacifié, ils ont mis du bleu, d'accord, pour augmenter la pression sur la couture. Ils ont mis des capteurs de pression pour voir jusqu'à quel moment la couture allait craquer. Quand c'est fait in vivo, il vous faut 80 cm d'eau pour faire craquer l'anastomose. Quand c'est ex vivo, à l'extérieur du cochon, c'est 100 cm d'eau. Et ensuite, ils ont fait la même expérience
en demandant à un endoscopiste de faire une endoscopie, de mettre l'insufflation au maximum. Et ben, en mettant l'insufflation au maximum, l'endoscopiste, il arrive à 10 cm d'eau de pression. Donc, il ne peut pas, il y a 10 fois moins de pression que ce qu'il est nécessaire pour faire craquer l'anastomose. Donc, là-dessus, on est assez rassuré. Et après, ceux qui sont assez contre la fibroscopie, ils vont dire, d'accord, on ne va pas créer une fistule anastomotique, mais ça va créer une ischémie de la plastie gastrique en raison de la pression que vous allez mettre dans la paroi. Et bien là encore, ils ont capté, ils ont fait des mesures d'oxymétrie dans la plastie et se sont rendus compte qu'il n'y avait pas, même en insufflant pendant 3, 5 minutes, 10 minutes d'insufflation au maximum, de modification de l'oxymétrie dans la plastie qui pourrait créer une ischémie de plastie. Donc, vous pouvez être assez rassuré sur la fibroscopie, elle n'est pas délétère pour votre anastomose. Donc, en résumé, pour la radiologie, on peut dire que le TOGD, la sensibilité, elle est faible et c'est dangereux. Le scanner opacifié injecté, ça a une bonne sensibilité et surtout, ça permet de voir ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a une collection qu'on va devoir traiter de façon associée? Et puis, la fibro, c'est là où il y a la meilleure sensibilité avec une possibilité thérapeutique associée. Et la contrepartie, c'est que c'est sous anesthésie générale. Et donc, un patient qui est un peu fragile au niveau respiratoire, vous allez l'intuber sans forcément pouvoir l'extuber juste après. Donc, en première intention, si vous voulez diagnostiquer une fistule, c'est d'abord le scanner. Et puis, en deuxième intention, quand c'est très douteux sur le scanner, ou même si cliniquement vous avez un fort doute et que le scanner est rassurant, moi, je pense qu'il ne faut pas se priver d'une fibroscopie pour aller être sûr qu'il n'y a pas de fuite. Donc, c'est le gold standard, cette association scanner plus fibro. Maintenant, la question, c'est le timing. Quel timing proposer? En sachant que, en fait, plus vous allez prendre précocement la fistule anastomotique, plus vous allez éviter des complications médicales et plus vous allez favoriser la cicatrisation de cette fistule avec un traitement médical ou endoscopique. Alors, il y a deux stratégies qui s'opposent. Je crois qu'il y a la stratégie à la demande en fonction des signes cliniques, biologiques et puis de l'expérience du chirurgien ou de l'équipe, disant là, le patient il évolue pas normalement, on va lui faire le scanner, plus ou moins la fibro, et les patients qui évoluent normalement, on ne leur fait pas, c'est pas la peine, on préserve nos ressources, ou alors, ce qu'on fait plutôt à Saint-Antoine, c'est le scanner systématique, parce qu'il y a plusieurs études qui montrent quand même que c'est assez efficace, avec une possibilité après d'endoscopie précoce, parce qu'à Saint-Antoine, on a un plateau d'endoscopie disponible, on a cette chance. Et donc, ça permet d'enchaîner très vite sur une fibroscopie et peut-être de transformer des fistules de grade 3 en grade 2 et à l'inverse aussi des fistules de grade 1 en grade 2, on va le voir après. La prise en charge thérapeutique, elle doit toujours être pluridisciplinaire, c'est ultra important. Ce n'est pas que le chirurgien. Maintenant, c'est aussi des radiologues qui sont entraînés à la lecture du scanner, des endoscopistes, des réanimateurs, des infectiologues pour traiter des infections longues. Et puis, on l'a vu aussi, des diététiciens, parce que c'est important de ne pas oublier la prise en charge nutritionnelle. Et comme je vous l'ai dit, cette prise en charge, elle doit être précoce et agressive. Dès que vous avez une suspicion de fistule anastomotique, si le patient est en salle, il faut contacter le réanimateur, le transférer en USC en réanimation, commencer à le techniquer, mettre un cathéter central, l'oxygéner, faire de la kiné-respi, le mettre à jeun évidemment. Si on peut faire une nutrition entérale ou parentérale via le cathéter central, et puis mettre des antibiothérapies à large spectre, et puis bien sûr confirmer le diagnostic par un scanner, plus ou moins une endoscopie. Et ensuite, je vais aborder que la fistule intrathoracique, parce que les autres fistules sont, on va dire, peut-être un peu plus simples. Mais la fistule œsogastrique intrathoracique est peut-être la plus grave et la plus fréquente maintenant qu'on fait préférentiellement des chirurgies de Lewis-Santi. C'est la localisation la plus grave de la fistule, on est tous d'accord. Et le traitement, il va dépendre de 3 points essentiels: le degré de sepsis, le délai du diagnostic et l'importance de la fistule et de l'ischémie de plastie associée. Et là-dessus, vous avez, comme toujours, 3 modalités de traitement: un traitement médical, un traitement endoscopique radiologique et un traitement chirurgical. Et là, c'est une proposition de prise en charge qui a été développée par l'équipe de Lille. Je ne sais pas si vous avez un peu évolué, on pourra en reparler après, mais moi, j'applique plutôt ça. Donc, quand vous avez quand vous n'avez pas la confirmation diagnostique de la fistule anastomotique par le scanner ou la fibro, vous allez quand même garder le patient en soins continus parce qu'il y a des signes cliniques qui ne vous plaisent pas. Il faut voir un peu comment le patient évolue, voire refaire les examens 5 jours, 6 jours après pour voir si le patient est toujours avec un sepsis important, s'il n'y a pas une fistule anastomotique qui se révèle et qui serait passée inaperçue. Si par contre, vous avez une fistule anastomotique qui est sans nécrose de la plastie et que cette fistule elle survient dans les 72 heures post-opératoires,
Là, vous pouvez vous dire c'est possiblement un souci technique. Et donc, ça mérite de retourner au bloc opératoire, thoracotomie ou thoracoscopie, faire l'excision des tissus nécrosés, une décortication pulmonaire, un lavage, un drainage. Et puis, soit vous n'avez pas de nécrose et vous faites un traitement conservateur, ou drénocontact, vous faites une petite suture, un point de renforcement ou une réanastomose, et vous partez. Soit il y a une nécrose et on va revenir plus tard. Dans le cas où vous avez une fistule anastomotique qui est minime et qui est asymptomatique, vous avez fait un scanner de façon systématique, vous découvrez cette fistule anastomotique et c'est asymptomatique. Dans ce cas-là, vous faites un traitement médical conservateur, vous laissez le patient à jeun, vous mettez des antibiotiques et vous le surveillez. Si cette fistule, elle favorise un sepsis qui est contrôlé, qu'elle fait moins d'un tiers de la circonférence à l'endoscopie et qu'il n'y a pas de nécrose de plastie, à ce moment-là, vous pouvez faire un traitement endoscopique avec un stent, une queue de cochon, différentes possibilités thérapeutiques qui augmentent d'année en année. Par contre, si ce n'est pas le cas, ça fait plus d'un tiers de la circonférence, si le sepsis n'est pas contrôlé, s'il y a une nécrose, là, il faut retourner au bloc opératoire. Et en cas de nécrose, si elle est localisée, vous pouvez faire une re-résection si vous avez la mobilité nécessaire pour refaire une anastomose. Si par contre, vous avez une nécrose complète de la plastie, là, vous êtes obligé de démonter ce que vous avez fait, remettre la plastie gastrique dans le ventre en la coupant plus ou moins, faire une gastrostomie, une jéjunostomie, faire une œsophagostomie au cou et laisser le malade récupérer avant de lui proposer 3 à 6 mois après un rétablissement de continuité par une coloplastie plutôt rétrosternale. Dans les deux cas où vous avez fait un traitement médical conservateur ou un traitement endoscopique et qu'il n'y a pas d'amélioration clinique, encore une fois, il faut répéter les examens en refaisant un scanner et une endoscopie, optimiser les traitements et s'il y a une dégradation clinique, vous allez au bloc opératoire. Enfin, quand vous avez une nécrose de plastie suspectée, que la fistule anastomotique elle est tardive, contenue sans sepsis, vous pouvez repartir dans le bras traitement endoscopique. Par contre, si la fistule anastomotique elle est importante avec un sepsis non contrôlé, c'est le traitement chirurgical qui prime. En gros, si on résume le traitement endoscopique, et le professeur Ami me dira si je me trompe, mais le grand principe, c'est que plus vous prenez en charge précocement la fistule anastomotique, plus vous avez de chances que ce traitement marche. Et donc, c'est toujours le problème de timing. Le chirurgien, il veut attendre, parce qu'il va dire, dans 75% des cas, les fistules anastomotiques de petit calibre, elles vont cicatriser spontanément. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller faire la fibro, de mettre la prothèse, qui va engendrer plusieurs examens sous anesthésie. L'endoscopiste, il va vous dire, si j'arrive trop tard, il va y avoir de la fibrose, ça va organiser et cloisonner les collections et je vais avoir du mal à traiter correctement cette fistule anastomotique. Et donc, c'est tout le problème de cette prise en charge. Quand on voit un peu l'arsenal thérapeutique, et je vais aller assez vite là-dessus, des endoscopistes, il y a l'endoprothèse qui a montré globalement une bonne efficacité, surtout quand vous avez une œsophagectomie de type 2 voies, parce que vous avez une longueur de plastie gastrique et d'œsophage assez intéressante. Ce n'est pas comme les anastomoses cervicales où c'est assez court, il faut mettre une petite prothèse. Donc, il faut faire mettre des stents longs pour prévenir la migration. Vous avez quand même un succès technique dans 94% des cas de cette prothèse, avec le risque de migration, on en a parlé ce matin, qui est de 18%, et c'est le risque principal dans la gestion de ces fistules par prothèse. Là, c'est une autre série. Succès technique 71%, succès clinique 70%. Il y avait quand même 28% de complications liées au stent, notamment des sténoses. Et puis, quelque chose qui arrive maintenant, quand même, c'est les fistules avec les voies aériennes, surtout quand les patients ont eu de la radiothérapie. Et donc, ça, c'est un risque important à prendre en compte. Une prothèse chez un patient qui a eu un antécédent de radiothérapie, ce n'est pas forcément la bonne solution pour traiter la fistule anastomotique. Quelque chose qui est arrivé récemment, c'est la vague thérapie endoluminale, l'œsosponge. Il y a un registre prospectif multicentrique avec une évaluation de la performance qui a été faite. Ça a été publié dans BJS Open en 2022. En fait, il y a deux façons de mettre l'œsosponge. Soit vous le mettez directement dans la cavité, dans la fistule anastomotique et dans l'abcès qui est au contact. C'est la position extraluminale dans la cavité de l'abcès. Ou alors, si vous avez un petit défect, vous pouvez mettre cette œsosponge, ce VAC, directement dans la lumière de l'œsophage. Quels sont les résultats ? Vous voyez, il y a quand même 91%
de succès sur les 69 premières fistules qui ont été analysées. Donc, c'est assez intéressant. Malgré tout, il y a quand même 11% de fistules, 8% de stents qui ont dû être mis en place après, 26% de réintervention et 6% de mortalité. Alors, c'est des patients qui ont une fistule, donc forcément, il y a de la casse parce que c'est des patients qui sont graves. La durée moyenne de traitement, c'est 25 jours. C'est à peu près 7 changements de zo-sponge. Et le positionnement intraluminal, extraluminal, vous voyez, c'est 50-50, on va dire. Est-ce que vaut mieux mettre un nososponge ou un stent? C'est toute la question. Il y a des méta-analyses. Une méta-analyse en 2022 avec 7 études rétrospectives qui sont plutôt en faveur de la vague-thérapie. Meilleur taux de guérison, une durée de traitement réduit, taux de sténose moins, mais par contre, plus de procédures à réaliser pour la cicatrisation. Et donc, il y a des essais en cours, enfin des essais à faire sur ce sujet. On va maintenant parler d'un sujet qui reste entier. C'est pour ça que c'est une toute petite partie de ma présentation. C'est comment prévenir ces fistules anastomotiques. On a vu qu'avec le traitement mini-invasif, on augmentait un peu le taux de fistules anastomotiques. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de facteur prédictif préopératoire de fistules anastomotiques. Il n'y a pas plus de risque parce que vous êtes un homme ou une femme, parce que vous avez eu de la radiothérapie à dose modérée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en opératoire? La première chose, c'est peut-être d'évaluer la vascularisation de la plastie. Alors, avant, on le faisait avec un Doppler, avec un doigt pour sentir le pouls dans l'arcade. Il y a une étude très intéressante qui a été publiée maintenant il y a 10 ans, mais je pense que pour moi, elle fait référence, elle fait loi dans l'utilisation du verdindoxanine. C'est une étude où ils ont pris 150 œsophagectomies et ils ont évalué par l'équivalent du verdindoxanine la vascularisation et la microvascularisation de la plastie. Ils ont monté la plastie dans le thorax, en fait, pendant l'opération, et ils ont évalué à ce moment-là la microvascularisation. Deux situations. Soit votre plastie gastrique a été complètement vascularisée, vous voyez, tout flash correctement jusqu'en haut de la plastie, et donc là, il n'y a pas de souci à se faire, toute la plastie est bien vascularisée, et donc on faisait comme on voulait. Soit il y avait vraiment un stop net de cette microvascularisation à un endroit de la plastie. À ce moment-là, le chirurgien faisait un point là où c'était délimité, il repassait en vision normale, et si possible, il faisait l'anastomose dans une zone bien vascularisée. Si ce n'était pas possible, il faisait l'anastomose comme d'habitude, là où il sentait que c'était bien, voilà, où ça pouvait venir et où il estimait que la vascularisation était bonne. Résultat des courses dans cet essai, chez 66 patients, la plastie était bien vascularisée, donc aucun souci. Chez 84 patients, il y avait ce problème de délimitation. L'anastomose était faite de façon plus proximale, c'est-à-dire dans une zone bien vascularisée chez 29 patients. Et chez 49 patients, on a dû faire l'anastomose dans une zone qui était moins bien vascularisée selon l'ICG. D'accord? Et puis chez 6 patients, on ne pouvait pas faire d'anastomose. Résultat des courses dans la série globale, 24 fistules chez 144 patients, 16% de fistules, c'est acceptable. Quand on compare les deux groupes, on se rend compte que pour 24 fistules, il y en avait 22 chez les 49 patients chez qui on avait fait l'anastomose dans une zone moins bien vascularisée, démontrée par le verdindoxanine. C'est énorme. C'est 45% de fistules. Donc, probablement l'évaluation de cette microvascularisation de la plastie, c'est l'avenir. Alors, peut-être avec de l'intelligence artificielle, peut-être de l'analyse plus poussée au niveau informatique. C'est ça peut-être l'avenir. Et ce n'est pas qu'une analyse d'image, on va dire, qualitative. Peut-être faire quelque chose de quantitatif. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Ensuite, pour améliorer les choses, on peut aussi essayer d'optimiser cette vascularisation. Et l'optimisation de la vascularisation, c'est un peu comme la préhabilitation pour essayer de préconditionner le patient. Là, c'est le préconditionnement de la plastie. Comment ça se passe? Vous avez un patient qui a un risque de fistule parce qu'il a des troubles vasculaires. Vous allez opérer ou le traiter par radiologie interventionnelle 15 jours ou 1 mois avant l'opération en allant lui lier ou lui emboliser l'artère gastrique gauche et les vaisseaux courts pour essayer d'optimiser le flux qui passe par l'artère gastro-épiploïque droite qui va alimenter votre plastie gastrique. Plusieurs études sur le sujet avec des résultats pour l'instant, on va dire, mitigés. Et donc, il faut peut-être réfléchir à savoir chez qui on peut proposer ce traitement de préconditionnement de la plastie. Et puis ensuite, il y a des petites astuces techniques qui ressortent, qui reviennent au goût du jour. Alors, il y a le wrap mental. C'est quoi? C'est en fait, vous venez prendre
un peu des pipelons que vous avez montés avec la plastique pour venir entourer l'anastomose, pour venir la renforcer, pour un peu calfeutrer une potentielle fistule anastomotique qui passerait donc un peu, qui serait moins responsable de sepsis. Ça peut être intéressant. Beaucoup moins de fistules. L'autre possibilité orale, c'est-à-dire que vous venez libérer la plèvre au-dessus de la crosse de la zygos et votre anastomose, vous allez la mettre sous cette plèvre. En gros, c'est comme si vous allez sous-péritoniser une anastomose intra-abdominale, sauf que là, c'est dans la cavité thoracique. Je suis désolé s'il y a des chirurgiens thoraciques qui écoutent, mais voilà, c'est la vision du chirurgien digestif. Et puis après, vous pouvez cumuler les deux, c'est-à-dire le flap and wrap. Et ça, c'est vous mettez les pipelons autour de votre anastomose et vous mettez tout ça sous la plèvre que vous avez décollée. Et donc ça permet, avec une augmentation de 30 minutes du temps opératoire, de diminuer votre taux de fistule anastomotique. Alors, c'est sur une série historique, hein, donc c'est 39 patients qui n'avaient pas cette technique de flap and wrap. Il y avait 28% de fistules, ce qui est quand même beaucoup, versus 7% de fistules chez 290 patients qui avaient cette technique de flap and wrap. Et donc, il faut faire attention, ce n'est pas une technique magique parce que, bien sûr, il y a eu la learning curve qui a aussi participé à cette amélioration du taux de fistule, mais c'est peut-être un élément intéressant. Dernier point, et ça c'est un commentaire dans Annals of Surgery Open en 2022, que j'ai trouvé assez intéressant, c'est finalement, quand on enlève l'estomac et qu'on le pèse, cet estomac, il fait environ 1,4 kg. Et donc, le raisonnement de ces chirurgiens, c'est de dire, si vous le montez dans le thorax et que le patient se met debout très précocement, vous allez avoir une tension sur l'anastomose qui va être très importante. Comment diminuer cette tension sur l'anastomose? Eh ben, en fixant votre plastique gastrique le long de la plèvre pendant votre temps thoracique. Et donc, eux, ils fixent, non pas, ils ne renforcent pas l'anastomose, mais ils patchent en fait la plastie sur la plèvre pariétale pour fixer les choses et diminuer la tension sur l'anastomose. Donc, pour résumer, il n'y a pas de facteur préopératoire réellement prédictif de fistule anastomotique. Le meilleur traitement de la fistule, c'est la prévention. Limiter la tension sur l'anastomose, on vient de le voir. Favoriser une bonne vascularisation de la plastie. Faire un contrôle péropératoire de la vascularisation pour s'assurer de faire une anastomose dans une zone bien vascularisée. Peut-être une solution, c'est faire une vague thérapie préventive. Il y a un essai pré-sponge. Si vous voulez, vous faites l'anastomose et ensuite vous mettez un œsosponge en préventif pour essayer de favoriser la cicatrisation, d'accélérer la cicatrisation et de limiter le taux de fistule. Et puis, un petit message clé, je ne l'ai pas démontré, mais qu'il faut quand même préférer l'anastomose thoracique à l'anastomose cervicale. Il y a un essai randomisé qui montre que pour les cancers du tiers inférieur et moyen de l'œsophage, vous avez moins de paralysie récurrentielle, moins de taux de fistule, même si elles sont parfois plus graves, je suis d'accord, quand vous faites une anastomose intrathoracique par rapport à une anastomose cervicale. Et puis, l'identification précoce de cette fistule, ça permet une prise en charge précoce pour limiter l'échec de récupération du patient, le failure to rescue. Et puis, bien sûr, cette prise en charge doit être agressive et dynamique avec un plateau technique multiprofessionnel pour essayer de traiter au mieux le patient. Et puis, cette prise en charge elle est de moins en moins chirurgicale grâce à nos collègues réanimateurs endoscopistes. Je vous remercie de votre attention. Denis? Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, sinon que puis je pense que toute manifestation clinique ou biologique anormale post-opératoire pour faire chez une fistule, et ça peut ressembler, ça peut être une fibrillation auriculaire, un épanchement pleural, une augmentation isolée de la CRP, tout à fait d'accord pour faire un scanner fibro et scanner fibro. Alors, au passage, je pense que c'est une excellente occasion pour que les chirurgiens se mettent à faire eux-mêmes la fibroscopie, parce que ils auront moins peur de le faire, que leur anastomose soit dilatée par l'endoscopiste. Voilà. Ils savent exactement ce qu'ils sont. C'est vrai que ça peut être une bonne idée pour à la fois décomplexer les chirurgiens de ce risque de fistule et en même temps d'accéder à l'endoscopie par les chirurgiens. Alors, sur ce point, vous nous avez beaucoup parlé du timing de ces examens, surtout quand on les fait systématiquement. Mais vous n'avez pas, vous les faites à J combien? J4, J5? Alors, je veux dire, le scanner. J7. En fait, dans une des publications que je vous ai montrées, il comparait entre J3 et J7. J3, c'est très précoce. Le problème, c'est que vous avez des bulles d'air dans le médiastin, vous ne savez pas trop quoi en faire. J7, c'est un bon timing. Alors, certains raccourcissent à J5, J6. Moi, je trouve que J7, c'est très bien.
Alors après, moi, je suis assez systématique parce qu'on peut passer à côté d'une petite fistule. Ce que je fais, c'est que si le patient va très bien, qu'il n'y a aucun signe clinique, ça ne m'empêche pas de réalimenter le patient, commencer à réalimenter le patient, parce que ça m'est arrivé 2-3 fois d'avoir un patient qui est complètement réalimenté, aucun signe d'inflammation, et sur le scanner, une fistule anastomotique. Parce que là, il faut discuter de savoir si on fait un traitement médical ou endoscopique. Mais J7, je pense que c'est le bon timing. Évidemment, si le malade ne va pas bien du tout, je fais le scanner à J3, J4, J5, et la fibre à ce moment-là. Mais d'ailleurs, il me semble que Montravers avait montré que les scanners pour les péritonites avant J4, ça n'avait pas de valeur. Exactement, c'est un peu la même chose. Mmh. Parce que le pneumopéritoine, vous l'avez, vous ne savez pas trop quoi en faire. L'épanchement intra-abdominal, c'est la même chose. Donc oui, oui, tout à fait. Il y a une question sur la prothèse, là, la prothèse en cas de fistule, là, la prothèse. Ouais, Bon. ouais. Alors nous, on la connaît très bien, cette prothèse, avec toutes les fistules qu'on a eues sur les sleeves. Bon. On a rapidement abandonné les les endoscopiques, ce qui mettait cette prothèse aussi, parce qu'elles étaient, un, très mal tolérées, deux, elles glissaient. Et finalement, maintenant, on est passé aux queues de cochon. Donc, c'est une hypothèse que la queue de cochon pour la fistule œsogastrique, qu'est-ce qu'on peut en penser? Oui, je suis tout à fait d'accord avec les limites de la prothèse, sans compter le risque aussi de, je pense que tu en as parlé, de fistule œsotrachéale sur la pluie mécanique de la collerette proximale souvent, qui fait que quand on enlève la prothèse, on a une fistule œsotrachéale souvent difficile à... Sur les terrains irradiés, oui. Ouais, sur les terrains irradiés essentiellement. Donc les queues de cochon, le principe c'est d'internaliser le drainage quand il y a un drainage externe. Donc ça maintenant je pense que clairement on l'a montré dans la littérature et je pense que tout le monde fait ça, enfin, donc assez précocement, c'est ce que tu disais. Le risque de créer des fistules, ça c'est complètement, ça pour moi je n'y pense même pas. Il faut juste demander à votre endoscopiste d'utiliser un insufflateur à CO2, ça c'est important, et pas un insufflateur à l'air. Parce que sinon, là, effectivement, il peut y avoir des risques théoriques de dilacération. Donc, vous demandez ça. Et maintenant, ce que je fais, c'est que moi, j'introduis mon endoscope et je mets de l'eau. Vous savez que l'eau, donc en immersion, c'est beaucoup moins agressif que l'air ou même que le CO2. Et vous y allez à l'eau. Vous avez une forme de lavage et vous allez à l'eau. Donc, on peut très bien voir les orifices de fistule. Et la dernière chose, c'est que effectivement, il y a pas mal d'évolutions dans les dispositifs. Hein. Et maintenant, en fait, il y a une prothèse qui combine les deux, en fait, le VAC prothèse. Alors, avec les limites de la prothèse, on est d'accord, mais c'est une prothèse qui, sur son corps, a justement cette espèce d'éponge qui est reliée à une pression négative. Et vous laissez la prothèse en place et vous utilisez donc le principe de la fermeture de l'orifice par la prothèse et de l'effet aspiration par le VAC. Voilà. En cours d'évaluation, hein, si ça se trouve, ça ne marchera pas. Mais comme elle est rattachée à un tube, elle ne migre pas. Voilà, c'est le seul truc qu'on peut dire. Merci beaucoup pour ton topo, Thibaut, qui est très instructif. Moi, j'aurais voulu te poser des questions sur l'œsosponge, le vrai œsosponge avec la petite éponge reliée à un tube qui sort par le nez. J'aurais voulu te demander un peu ton expérience là-dessus, si tu l'as fait. Nous, on a l'impression que ça accélère effectivement la cicatrisation, tel qu'un VAC sur une cicatrice cutanée, par le phénomène d'aspiration. Mais néanmoins, ça empêche la réhabilitation précoce du patient, ça le cloue un peu au lit parce qu'il est branché dans une réhabilitation. Et souvent, ça le laisse hospitaliser pendant assez longtemps, 25 jours, tu disais en moyenne, avec 2 anesthésies générales par semaine. Donc, j'ai du mal, pour ma part, à me demander si ce traitement permet d'aider à la cicatrisation ou si, au contraire, il augmente les complications de décubitus et liées à l'hospitalisation. Merci pour la question. Mon expérience, elle est très faible. Hein. C'est une vue littéraire. On a un patient qu'on a traité comme ça. Et effectivement, il est resté longtemps. Il a eu 6 changements de sponge. Donc, je pense que voilà, sur la stratégie endoscopique, la gestion des fistules, on est encore aux prémices de ce qui va être fait. Enfin, en tout cas, pour les indications entre les queues de cochon, les prothèses, les œsosponges, l'association de plusieurs techniques, ça reste encore des systèmes de suture, voilà. Ouais. Donc, il y a plein de solutions qui sont développées. La place de chacune de ces solutions, elle reste encore à déterminer. Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience. Peut-être qu'à Lille, vous avez plus d'expérience sur l'œsosponge. Vous avez plus de fistules. Hein. Attention, ce qui va venir.
Non, mais nous, on utilise, tu sais, on a fait beaucoup de grade 1, donc en fait, on a fait beaucoup de traitements médicaux où on s'interdisait de mettre des choses, mais c'est vrai que plus les choses évoluent, et c'est ce que tu disais dans ton topo, sans le développer, on a tendance à transformer les grades 1 en grade 2. C'est-à-dire que les gastro-entérologues, ils ont du mal à pas mettre un truc quand ils voient un trou, quoi. Voilà. Après, le problème de la queue de cochon dans le thorax, où il y a une pression négative, je ne sais pas quel est je sais pas si on peut l'expliquer sur le plan, enfin le rationnel. Voilà, j'ai un petit blocage là-dessus. Et après, nous, en effet, on utilise depuis quelques mois maintenant le Vaxten, donc qui combine la prothèse plus la thérapie aspirative. Et en tout cas, sur les petits défects, on trouve que c'est très efficace et très rapidement efficace. Et on a eu plusieurs cas où, en effet, on refait de l'anastomose dans des conditions un peu difficiles, que ce soit des oesogénales ou parfois en intrathoracique, avec des fuites dans la plèvre et des choses comme ça. On arrive avec ce dispositif en une semaine d'application voilà, à se mettre à l'abri de potentielles complications sévères. Voilà. Et après, le sponge, là, on n'utilise quasiment plus du coup. Voilà. Et dans la lumière, nous, à chaque fois qu'on l'a fait, on n'a jamais eu d'effet incroyable, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être très variable aussi en fonction des habitudes de service, qu'il y a des endoscopistes qui ont peur ou des chirurgiens qui ont peur d'aller mettre l'éponge en dehors du tube, parce qu'il y a quelques cas dans la littérature quand même où ça a un peu aspiré la bronche, voire l'aorte. Évidemment, quand on aspire l'aorte, c'est quand même, c'est quand même compliqué. Et donc voilà, donc c'est aussi le problème de ça, c'est qu'on n'a pas envie de faire pire, quoi. Voilà. Et à l'inverse, il y a aussi le problème de la stratégie de réalimentation une fois que vous avez mis des queues de cochon ou des prothèses, parce qu'en fonction des centres, je pense que la stratégie n'est pas la même. Moi, je sais qu'à Saint-Antoine, ils sont assez décomplexés pour refaire manger les patients avec des queues de cochon ou des stents très précocement. Je ne sais pas si c'est pareil partout. C'est pareil? D'accord. Donc, c'est vrai que ça pousse plutôt… Ah non, mais moi… Oui. Non, mais moi, je n'ai pas une très bonne expérience de me donner à manger à un malade avec une prothèse. Mais voilà, peut-être qu'ils ne mettent pas les bonnes prothèses. Voilà. Et en revanche, avec le Vaxten, je pense que oui, on peut le faire. Dans les queues de cochon à fait sleeve, ça ne pose pas de problème. Bon, il faut avoir retiré le drainage abdominal pour ne pas créer un trajet persistant, hein. Mais les balades sont très confortables et surtout, on ne perd pas de temps parce que alors, l'alternative, c'est la nouille, hein, la sonde stérale. C'est quand même pour les patients à domicile, c'est pénible, ils mangent très bien. Après, la queue de cochon dans l'abdomen, même s'il y a une pression négative aussi en sous-diaphragmatique, c'est peut-être pas la même chose que la queue de cochon au milieu du thorax. Ça, je peux le comprendre. Docteur Chaline. Oui, merci beaucoup pour ton topo. Je suis tout à fait d'accord, je pense, avec la prise en charge et l'algorithme que tu as montré. Moi, j'ai une question, finalement, sur le timing. Parce que on l'a prouvé dans la chirurgie colorectale, par exemple, que le traitement d'une fistule précoce était associé à une meilleure cicatrisation de l'anastomose et à un meilleur taux de conservation anastomotique quand on drainait précocement. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est la caractéristique de la fistule qui prévient, qui arrive tôt, qu'on traite tôt parce qu'elle est très symptomatique et qui cicatrise bien parce que c'est pas fibrosé, voilà. Ou est-ce que c'est une vieille fistule de découverte tardive à J14 où là, on sait que ça va être à peu près atroce à traiter d'un point de vue que ce soit endoscopique, chirurgical, et voilà. Donc, moi, je n'ai pas trouvé dans la littérature œsogastrique d'argument pour dire que de traiter précocement une fistule améliore la cicatrisation anastomotique et la conservation anastomotique. Tu as des data là-dessus ou pas, tu sais? Moi, je n'ai pas de data. Je ne sais pas si au niveau endoscopique, vous avez des choses, mais… Sur le plan endoscopique, nous, on a repris notre expérience à Pompidou et c'était des fistules post-sleeve endoscopiques. Et on a montré que plus on… Alors, précoce aussi, il faut le définir, mais en tout cas, dans les 3 semaines, il faut, entre la première et la deuxième semaine, les résultats étaient meilleurs.
Voilà, on avait une fermeture. Mais bon, c'est une étude rétrospective monocentrique. Et puis après, ça pose aussi le problème, effectivement, de la localisation de la queue de cochon. L'une est en intra-abdominal, l'autre est dans le thorax. Et je ne sais pas si les... Professeur Collot. Oui, juste 2-3 mots. Bravo pour votre exposé. Merci. Alors, moi, je suis moins curieux de savoir tout de suite est-ce qu'il y a vraiment une fistule ou pas. Les éléments cliniques précèdent toujours les données de l'endoscopie, du scanner, etc. C'est-à-dire que votre patient qui, le premier soir, « Ah ben, je suis content, docteur, tout s'est bien passé. » Bon, il est exubérant. Le deuxième soir, « Ah, il est un peu apathique dans son lit, tachycardie, baisse de la diurèse, un peu de dyspnée. » Donc, je considère ça comme une pré-fistule et je mets d'emblée en route comme si c'était une fistule. Et puis, on voit ce que ça donne. Et on a le temps de faire le scanner, l'endoscopie dans les jours qui suivent en fonction de l'évolution. Et bien souvent, on voit Il y a des équipes. c'est peut-être pas une fistule. Effectivement, il y a des équipes qui raisonnent comme vous, ouais, tout à fait. Voilà. Raymond, tu dis ça parce que tu n'avais pas de scanner à l'époque. Et donc, tu avais le syndrome de l'aide-soignante qui te disait, lui, il n'est pas bien ce matin. Oui, Tu mais le constatais toi-même d'ailleurs. Oui, mais Parce que tu n'avais pas de scanner et c'était d'ailleurs très fiable. Mais l'un n'empêche pas l'autre. non, mais j'ai pas dit qu'il fallait pas faire de scanner. Mais une fois que dès le 3e jour, donc moi effectivement pas d'alimentation, l'antibiothérapie, la surveillance stricte, mais pas. Et puis on verra. On a le temps au 5e, 6e, 7e jour de voir si effectivement il y a une fistule ou pas. Mais il n'y a rien qui presse. C'est l'évolution clinique qui nous dira dans deux. Parce que si vous découvrez tout de suite la fistule avec le scanner, qu'elle est petite ou quoi, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites au 2e jour, si vous dites je suis en état de préfistule. Alors, ça dépend du sepsis. C'est-à-dire que s'il a un sepsis important et qu'on est dans les 72 premières heures, je le reprends au bloc. Ah, mais ça, oui, mais moi j'ai bien dit, si en préfistule, vous faites le traitement, Après, il y a si des ça facteurs. évolue favorablement. Ça, oui, ça je suis d'accord, mais après, la complexité de la chirurgie œsophagienne, c'est surtout qu'il y a d'autres complications qui viennent parasiter notre raisonnement. C'est-à-dire qu'en plus de la fistule anastomotique, vous avez les complications respiratoires. C'est-à-dire que le patient, dans l'ère de la réhabilitation accélérée, vous voulez qu'il marche au 2e, 3e jour et il va être limité. C'est-à-dire que le 2e jour, vous le mettez au fauteuil, il va bien. Et puis le 3e jour, il est essoufflé quand il marche. Bon, vous vous dites, il est tachycarde, tout ce que vous venez de dire. Vous vous dites, c'est une préfistule, donc j'arrête tout. Mais peut-être qu'il fait juste une pnéumopathie. Non, c'est pas que j'arrête tout. De toute façon, je mets en route le traitement antibiotique. Oui, mais vous dites que vous le laissez à jeun. On n'est pas agressif. Oui, mais vous le laissez à jeun. On le laisse à jeun, c'est ça le problème. De toute façon, il a déjà la sous-clavière en sortant de la salle d'op. On peut lui passer 3000 calories d'emblée. Il peut rester sans nutrition durant une petite semaine. Il y en a qu'on tient un mois. Pendant une semaine. Après, maintenant, il y a des choses pour des critères de circuit, on va dire, parfait après chirurgie, le textbook outcome. On dit que le patient qui a eu une œsophagectomie, il faut qu'il soit sorti dans les 15 jours. Sinon, ce n'est pas le parcours idéal. Vous voyez? Donc, c'est sûr que si on peut avoir une attitude très réservée, très attentiste. Et effectivement, si on garde les patients en surveillance à jeun, peut-être qu'on peut repousser la date du scanner et de l'endoscopie. Mais est-ce que c'est la bonne solution pour la majorité des patients? Non, mais je ne dis pas de repousser. Je dis de toute façon, vous ferez l'endoscopie et le scanner au 6e, 7e jour. Mais moi, je dis dès le 2e jour, quand on voit que les signes cliniques sont un peu, de dire c'est peut-être une préfistule et on se protège comme ça. Quant à l'histoire de la durée, moi, bon, maintenant, vu mon âge, j'ai 88 ans, je suis un peu désolé de voir qu'aujourd'hui, on estime la valeur de certains actes opératoires en fonction de la durée de l'hospitalisation. Ça commence à bien faire. Hein. Bon, alors, y a-t-il... Est-ce que c'est la dernière question Moi, j'ai juste, je serais curieux de voir les dispositifs dont tu parles, Gabriel, de suture, non, c'est pas grave, de suture endoscopique. Parce que moi, mon expérience, c'est que récemment, on a eu une fistule œsogénale assez précoce. On l'a repris au 3e jour. Parce qu'il fallait redrainer, voilà, on a fait une suture. Et pour moi, suturer une fistule, ça refistulise quasiment toujours. Hein. Donc, j'ai rarement, soit on refait tout, comme a dit Thibaut, ou alors il y a vraiment une malfaçon technique. Voilà. Mais si c'est juste remettre des points comme ça à l'endroit où c'est un peu inflammé, où ça fuit,
Ça risque Non, quand même alors beaucoup de refus. je pense que les systèmes de suture doivent pas être utilisés tout de suite déjà et doivent pas être utilisés dans une atmosphère infectée. Enfin, donc on revient toujours au principe de drainer avant et une fois que c'est drainé, on peut réfléchir éventuellement à fermer. C'est ce qu'on fait avec les prothèses. On drainait dans un premier temps, ou avec les clips Ovesco. Les over-the-scope clips, c'est les gros clips qui ne marchaient pas, puisqu'en fait, c'est un peu fibreux, etc. Et puis certaines fistules ne sont pas des fistules, sont des déhiscences, sont des lâchages anastomotiques. Donc là, on ne peut pas vraiment fermer. Nous, on peut drainer, mais pas fermer. Donc l'idée, c'était de dire que ce qui manque en endoscopie, je pense, ce sont des systèmes de suture efficaces. Je ne dis pas qu'il faut les utiliser maintenant, mais je dis que dans l'avenir, ça pourrait être intéressant si on a j'appelle ça une atmosphère qui n'est plus infectée. On a un système que vous connaissez très bien pour la sleeve endoscopique qui est l'overstitch, par exemple, pour faire les endosleeves. Mais dans un œsophage, c'est vraiment assez compliqué à manier, parce que c'est quand même un gros, je trouve, un dispositif qui doit encore évoluer, l'overstitch. Mais il y a un autre système de suture et puis il y en a d'autres qui sont en cours de développement et qui vont apparaître. Toutes les firmes là sont en train d'essayer de mettre en place des systèmes de suture. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez l'X-Tac. L'X-Tac, c'est également Apollo et donc Apollo Boston Scientific pour ceux qui connaissent les firmes. C'est un système qui est développé pour fermer les cicatrices de dissection sous muqueuse étendue. Donc, c'est pour l'hémorragie retardée, notamment un peu la perforation retardée. Donc, c'est beaucoup plus facile à manier. Très, très peu d'évaluation dans l'œsophage. Donc, je ne sais pas du tout si ça marche. Je pense que c'est probablement qu'il nous manque des systèmes de suture en endoscopie. Je partage le point de vue de Guillaume Pissen. Quand on suture un tissu qui est fistulisé, ça ne marche jamais. Alors après, on peut dire par endoscopie, la suture elle est meilleure, mais on ne voit pas très bien pourquoi. Au contraire, nous, on a plus de marge de manœuvre sur le plan chirurgical pour mobiliser les tissus. Et donc, non, je pense que là où les traitements endoscopiques interventionnels sont vraiment remarquables, c'est qu'ils drainent les mauvaises humeurs de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça a transformé le pronostic des patients, clairement. Nous, les chirurgiens, suturer un tissu qui a fistulisé, d'ailleurs, je pense que pour les experts, c'est une faute. Je veux dire, si on a une réclamation parce qu'on a une fistule et qu'on a suturé une fistule, l'expert, il va nous expliquer que il ne faut pas le faire, c'est pas bien. Voilà. Il va le dire aux patients. Juste un tout petit détail technique. Vous parlez du drap pleural, qui bien sûr bouge. Alors, il ne faut surtout pas qu'il soit très près de l'anastomose, car souvent, il y en a qui le laissent près de l'anastomose en se disant s'il y a une fistule, ben, au moins ça s'écoulera. Non, c'est le drap qui crée la fistule par traumatisme local. Donc, moi, le drap, je le fixais toujours contre la plèvre avec un petit fil de 5,0 de 4 buts fixé à la plèvre pariétale, justement pour qu'il ne vienne pas embêter mon anastomose. C'est un petit détail technique.